chaque année et qui nous permet d'échanger sur notre stratégie, nos problématiques et nos actions, mais également pour dresser le bilan de notre travail de l'année écoulée. Comme vous le savez, nous sommes 130 associations réunies dans les 164 tribunaux judiciaires de France, ultramarins évidemment. Nos missions se sont élargies au fil de nos 40 années d'existence et d'action. Les structures associatives sont mobilisées et mobilisables. Notre volonté à accompagner mieux et plus les victimes d'infractions pénales est indéfectible. Depuis plusieurs années, le domaine de l'aide aux victimes, confié au secteur associatif, n'a cessé de suivre un chemin chaotique au fil de l'événement, sans véritablement avoir pour boussole la cohérence et l'universalisme. Et pourtant, toutes les victimes d'infractions pénales doivent être accompagnées, quel que soit le degré de violence ou d'atteinte subie. Toutes les personnes touchées par un traumatisme méritent un traitement égalitaire, sans discrimination ni hiérarchie. Nous sommes tous les jours confrontés à la multiplicité des victimes, qu'elles soient victimes de violences au sein du couple, victimes d'inceste, personnes touchées par le terrorisme, victimes de secte, victimes d'agressions sexuelles ou bien encore victimes d'atteinte aux biens ou escroqueries en ligne. Nous le voyons, la pluralité des situations nous demande d'adapter sans cesse nos modes de fonctionnement et nos organisations, nous impose de trouver le processus de prise en charge peut-être différent, parfois décalé, souvent innovante et régulièrement agile. En tout état de cause, notre éthique nous sert de guide intemporel. L'aide aux victimes doit reposer sur des politiques publiques désintéressées et neutres, gratuites et confidentielles, professionnelles, pour aider les personnes touchées par une infraction. Mais il faut aussi insister sur le fait que certaines victimes doivent faire l'objet de toute notre attention, en particulier celles que la criminologue Catherine Rossi appelle les victimes du silence, celles qui ne font pas l'objet d'un traitement médiatique important et qui restent isolées face à leur traumatisme. Notre devoir est qu'elles ne restent jamais seules. Il faut nous interroger sur les questions de vulnérabilité et d'emprise qui vont les empêcher de recourir à nos services. Celles qui sont seules face à leur traumatisme, celles que personne n'aide aujourd'hui, et il faudra sans doute recourir à des dispositifs nouveaux pour aller les chercher, car elles ont droit à la reconnaissance et à la restauration. Cette question se pose aussi fréquemment, directement, pour les victimes d'infractions à l'étranger, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui doivent faire l'objet d'une prise en charge universelle et globale, quelle que soit l'infraction concernée ou la gravité des faits. Voilà ce qui caractérise et qui fait l'âme même de nos associations d'aide aux victimes, qui nous singularise par rapport aux associations spécialisées et militantes ou par rapport aux associations de victimes, qui ont d'ailleurs leur place, mais ça nous différencie. Il y a déjà 3 années, la conférence annuelle de Victimes Support Europe, Fédération européenne des structures d'aide aux victimes en Europe, dont nous sommes le vice-président, représenté par Jérôme Moreau, s'était déroulée à Strasbourg, et c'est à la France qu'incombait l'organisation. Le thème retenu était « Quelle victime pour quel parcours ?» Et nous avons pu entrevoir que le besoin des victimes relevait de 2 exercices complexes, mais néanmoins fondamentaux. D'une part, des politiques publiques nationales et européennes claires, cohérentes, univoques et qui doivent être activées le plus vite possible. D'autre part, le caractère individualisé des accompagnements qui doit également présider à toutes nos actions. Cela implique que l'aide aux victimes ne peut être déployée sans plusieurs conditions. Des textes et des financements soutenus, vous entendrez là-dessus, pour les structures associatives qui viennent affirmer une direction, des missions tenables et des ambitions justes et légitimes. Une volonté d'inscrire cette politique publique dans une dimension interministérielle, souvent demandée, régulièrement exigée et toujours espérée. On compte sur vous. C'est sur ce dernier point que je veux développer devant vous.
Aujourd'hui, le ministère de la Justice est notre interlocuteur principal et c'est tout à fait normal et évident et nous en sommes ravis, je dirais, ça se passe bien. Mais l'accompagnement des victimes se réalise de manière beaucoup plus large et globale avec de multiples partenaires. Je voudrais vous prendre 3 exemples. Tout d'abord, le lien qu'il faut trouver avec le ministère de la Santé. Nous avons consacré nos assises nationales au thème santé et victimes, une nouvelle ambition au service des victimes, car nous avons estimé à bon droit qu'il existait un axe unique de prise en charge conjointe entre les structures sanitaires et nos associations. Beaucoup d'entre nous interviennent à l'hôpital, dans les services d'urgence, dans les EMJ, les IML ou les UAP. Nous avons participé à la rédaction de la recommandation de la Haute Autorité de Santé relative au repérage des femmes victimes de violences conjugales à celles sur l'excision. Et que dire de l'accompagnement psychologique de nos interventions en urgence. Il faut donc nous épauler et nous donner accès au ministère de la Santé. Le second enjeu est l'international. L'Europe s'arme juridiquement par la publication de directives européennes et nous avons des propositions à formuler dans un temps où une directive relative à la prise en charge des victimes féminines de violences conjugales, une seconde concernant les standards minimums des droits fondamentaux accordés aux victimes, pour ne citer que celles-ci. Par ailleurs, l'Europe est au cœur de multiples procès qui s'entrechoquent et nous devons être plus réactifs, plus performants, et il est inadmissible que certaines victimes dont les infractions se sont déroulées à l'étranger soient toujours seules face à elles-mêmes. Le troisième exemple est le secteur de la perte d'autonomie. Nous le savons, les violences domestiques sont démultipliées par les personnes en situation de handicap. Les spoliations financières sont importantes et conséquentes pour les personnes âgées. Là, c'est un point vraiment auquel il faut qu'on s'attache, nous, et on a vraiment beaucoup de difficultés là-dessus. La maltraitance n'est jamais dénoncée et les discriminations sont nombreuses. Là encore, nous avons vocation à intervenir et soulever le voile de l'indicible ou des zones troubles. Nous pourrions également avoir une ambition politique sur ces points. J'aurais pu citer d'autres champs, à l'instar de la protection de l'enfance, du sport, de la culture, le sport va être important avec les Jeux Olympiques, de l'éducation nationale, du travail par exemple. Pardon. Comme vous le voyez, les chantiers sont nombreux et l'interministérialité est au cœur de nos préoccupations et des vôtres, je le sais. Encore faut-il les activer. Nous avons besoin de votre concours et plus que jamais, ayons une ambition à long terme, cohérente, soutenue dans le temps et sur les territoires métropolitains, ultramarins, qu'il nous faudra évoquer à un autre moment. Je vous remercie pour votre attention et votre venue aujourd'hui.